Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors, je l'avoue, mon opinion était faite avant que les festivités commencent. Dans l'entourage du président, on promettait un discours doublement historique par sa portée et aussi parce qu'il allait permettre à François Hollande de laisser parler son goût pour l'histoire de France, goût dont on ne trouve guère trace dans sa politique pourtant. Mais les médias, j'en étais sûr, allaient communier dans le lyrisme, célébrer en chœur la persistance de l'esprit de résistance des années noires jusqu'au 11 janvier et rabattre à bon compte l'héroïsme d'un passé glorieux sur notre présent désabusé. En prime, cette quadruple panthéonisation, qui est donc notre sujet du jour, était bien surtout rapport paritaire, puisque 2 femmes figuraient parmi les grands hommes du jour. Bref, l'entrée au panthéon de Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et Jean Zay allait surtout être, je le croyais, un grand moment du politiquement correct à la française. Eh bien, peut-être que le politiquement ne fait plus recette. À en croire un sondage publié par Le Parisien, seuls 20% des Français auraient trouvé que François Hollande avait prononcé un grand discours et les commentateurs ont réservé au verbe présidentiel un accueil plutôt goguenard. De que vous aimez, cher Alain, si je puis dire, pour Edoui Plenel, il y avait tout, la République, l'égalité, le combat des opprimés, tout sauf le peuple, absent de la foule triée sur le volet, comme il l'est, selon Plenel, depuis 3 ans de l'horizon d'un pouvoir autoritaire. Et pour Éric Zemmour, tous les mots de cérémonie étaient là, bien alignés comme des cercueils enveloppés dans des drapeaux tricolores, mais il manquait l'essentiel, le style, l'âme, c'est-à-dire l'histoire. Alors, cher Alain Finkielkraut, est-ce que vous êtes du genre bon public ou esprit fort, et est-ce que vous avez pour votre part senti souffler le vent de l'histoire ? Écoutez, aujourd'hui, les éditorialistes sont toujours goguenards. Ils sont a priori goguenards. Et j'imagine les ricanements qui auraient accueilli le discours de référence, celui auquel a été comparé François Hollande, c'est-à-dire l'oraison funèbre de Jean Moulin par André Malraux. Les trémolos, la voix chevrotante, auraient suscité l'hilarité des amuseurs et des commentaires narquois des éditorialistes. Donc, je ne me mêle pas de ça. Et avant de donner mon opinion générale sur le discours de François Hollande, je voudrais rappeler quelque chose. Aux grands hommes, la patrie reconnaissance, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est ce qu'on lit au fronton de l'église Sainte-Geneviève, devenue panthéon dans les dernières années du XVIIIe siècle. C'est-à-dire en quelque sorte laïcisé, républicanisé. Voilà. L'une des obsessions de ce siècle, c'est ce qu'écrit Mona Ozouf, a été d'inventer pour la célébration des grands hommes une nouvelle mémoire collective. Les siècles précédents n'ignoraient certes pas la grandeur, mais celle-ci avait une définition aristocratique. Louis le Grand était représenté partout à cheval, avec tout l'attirail du héros. Le grand homme détrône le héros. Son modèle, c'est Fénelon, qui interroge en bon père les paysans qu'il rencontre dans ses promenades. C'est donc ce peuple, en fait, dont Plenel... C'est l'homme près du peuple. En tout cas, le grand homme est un piéton, un marcheur à hauteur de ses contemporains, de plein pied avec eux. La formule de ce renversement, c'est Voltaire qui l'a trouvée. J'appelle grands hommes ceux qui ont excellé dans l'utile et l'agréable. Les saccageurs de province ne sont que héros. Les Lumières croyaient dans les progrès de la civilisation et voulaient ouvrir contre l'instinct belliqueux une nouvelle époque pacifique de la gloire. Saccageurs de province ? Oui. Non, il y avait la gloire des saccageurs de province. On ouvre une nouvelle époque de la gloire avec de nouveaux critères et le grand homme qui excelle et l'agréable supplante le héros. Et ceux qu'on appelle les philosophes ont été précédés dans ce travail de sape des vertus héroïques
par Pascal et sa très célèbre distinction des ordres. La chair, l'esprit, la charité. Je m'arrêterai à un fragment des pensées. Je voudrais quand même vous poser une question sur ce que vous avez dit, parce que, donc en quelque sorte, ce que vous nous dites, c'est que la grandeur a disparu du grand homme. Non. Ou que la grandeur a changé de nature. Excusez-moi. Vous êtes pressé. Voilà. Vous êtes pressé. Je dis que dans un premier temps, Oui. il s'agissait, par le grand homme, d'inventer une nouvelle collective qui fermerait des héros. Et je vous rappelle que maintenant, les profs, ils causent gentiment aux élèves. Alors, et je où nous en sommes, si vous me laissez aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, je m'arrête à ce fragment de Pascal. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. Les rois, les riches, les capitaines. Pascal met dans le même sac charnel les riches et les capitaines, les bourgeois et les nobles. Et ce faisant, le janséniste remet les grands à leur place, il porte un coup très dur à la morale aristocratique. Alors les Lumières ont réhabilité l'économie, mais ils ont voulu élever, c'est ça le grand homme, un temple laïque à ces grands génies qui, nous dit Pascal, ont leur empire, leur éclat, leur victoire et leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles où elles n'ont pas de rapport. Ils sont vus non des yeux, mais des esprits. Et c'est à eux, en premier lieu, que la patrie a voulu se montrer reconnaissante, d'où cette expression d'André Billy, reprise par Mona Ozouf dans l'article sur le Panthéon qu'elle a écrit pour les lieux de mémoire, le Panthéon est l'école normale des morts. Ah oui, alors, et si je puis me permettre, peut-être qu'au bout du compte, alors la fresque a disparu, on en a souvent parlé, pendant les travaux du Panthéon, il y a eu une fresque tout autour, une fresque Benetton avec des visages tous pareils. Oui, bien sûr. Donc si vous voulez, là on est encore dans la singularité dans votre temple laïque. Mais attendez, oui, mais vous verrez, donc on a voulu en effet, il y a eu une tentative, il y a toujours des tentatives, si vous voulez, pour, au nom de l'égalité, avec toutes les grandeurs, la grandeur du héros et la grandeur du grand homme, au profit d'un éloge du peuple dans sa pluralité égalitaire, mais ce n'est pas non plus ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, effectivement, on a voulu donc honorer, dans un premier temps, avant tout les grandeurs de l'esprit, ce qui, en France, se traduit par la présence des hommes de lettres. Mais, c'est là que j'arrive à François Hollande, quand on veut faire l'inventaire des grands hommes du XXe siècle, ce sont des noms de héros qui viennent spontanément à l'esprit. Fénelon a détrôné Louis XIV, mais personne ne pourra jamais détrôner Jean Moulin. Nous avons notre féru de psychanalyse, eh bien, l'histoire qui nous précède et qui nous écrase nous contraint à reprendre à notre compte cette phrase de Sartre: le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Oedipe, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Nous sommes bien sûr les héritiers des Lumières, mais nous honorons avant toute chose ceux qui ont passé vite cette épreuve de vérité ainsi décrite par Sartre. Alors est-ce que vous voulez dire quelque chose que quelque chose résiste justement à l'abrasement de l'égalité, que quelque chose résiste à la démocratisation en quelque sorte oui, non, de c'est-à-dire, tout, c'est plus que ça, c'est-à-dire quelque chose... Et ressurgit en quelque sorte. Quelque chose ressurgit, qui est une grandeur avec laquelle, effectivement, les Lumières espéraient en avoir fini. Voilà. 4 héros sont entrés au Panthéon, et l'un des mots les plus fréquemment employés par François Hollande fut le mot courage. Non pas bien sûr le courage pour le courage, qui est celui de l'aventurier, voire parfois celui du fasciste, mais le courage pour la France, le courage pour la liberté, le courage pour la justice. C'est-à-dire, ce que nous apprend le XXe siècle, c'est qu'il ne dépend pas de nous que nous ayons des ennemis, et quand nous avons des ennemis, comme l'a dit Julien Freund,
il nous empêche de cultiver notre jardin. Nous ne pouvons pas, à notre gré, clore l'âge des héros. Voilà ce qu'on peut retenir. L'une des premières leçons qu'on peut retenir de cette panthéonisation. Il n'y a pas que Julian Freud, il y a aussi Carl Schmitt que vous avez, que vous avez cité hier, qui vous dit que vous ne pouvez pas échapper à votre ennemi en quelque sorte. Ça c'est Julian Freud soutenant une thèse politique très fortement inspirée de Carl Schmitt. Justement. Mais alors quand même, tout de même, vous parlez du mot courage. Est-ce qu'on brandit pas avec d'autant plus de fièvre les mots que les choses ont disparu? Est-ce que vraiment nous sommes dans une époque où le courage est valorisé? Mais je ne sais pas. Et de toute façon, c'est pas que les choses ont disparu. Nous n'avons jamais eu à, si vous voulez, passer. C'est vrai. Cette épreuve de vérité ne nous a pas été donnée. D'où d'ailleurs notre recours à un certain nombre d'analogies gratifiantes, à des exagérations. Nous sommes précisément, par cette histoire dont je disais qu'elle nous écrase, un peu condamnés à la pantomime. Alors pour en venir à une première quand même critique du président de la République, il a dit des choses, à mon avis, assez forte sur ces 4 personnes, sur les vertus qui les unissaient, sur l'esprit de résistance. Il l'a dit dans une langue parfois étrange, approximative et même délirante. Je laisse de côté aujourd'hui le redoublement du sujet qui n'a pas. Alors là, il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas abandonné. Même, je pense que. Imaginez, Elisabeth Lévy, que vous soyez professeur de philosophie et que vous donniez à vos élèves cette phrase présidentielle à commenter. L'histoire n'est pas une nostalgie, ce que nous en verrons, elle est un avenir. Ça ne veut strictement rien dire, et si ça veut dire quelque chose, ce quelque chose est complètement fou. Alors je pourrais être prof de philosophie parce que je l'avais préparé pour vous la faire commenter. Alors très bien. Voilà. L'histoire n'est pas ce qu'ils en feront, l'histoire c'est l'advenu, donc ce qui par définition échappe à notre pouvoir de faire. Et cette haine de la nostalgie, très souvent martelée par François Hollande, et là, dans un discours ruisselant de sentiments, cette haine est inhumaine. Prométhée et Orphée sont 2 dimensions de notre être aussi importantes l'une que l'autre. Mais je voudrais dire autre chose. Je me demande aussi, je me suis demandé, avec une certaine tristesse, en écoutant le président de la République, je me suis demandé si nous n'étions pas allés trop loin dans le renversement si vous voulez, dans le renversement du renversement, c'est-à-dire dans ce retour de la gloire héroïque. On avait voulu renverser l'héroïsme, on ne peut pas. Mais on va tellement loin dans le renversement du renversement, si vous voulez, je veux dire par là, le grand homme devait être né le héros, mais maintenant, c'est le héros qui occupe toute la place parce que les grandeurs de l'esprit semblent ne plus rien dire à personne. Non mais tout de même, comment est-ce que cette question du héros et du grand homme, c'est-à-dire du héros qui revient, peut s'accommoder de ce que vous décrivez par ailleurs, c'est-à-dire un monde de l'horizontalité où on déteste les distinctions, où on déteste les hiérarchies, et je comprends pas comment on peut voir les deux en même temps. Oui, mais et par où vous voyez concrètement ce retour du héros? C'est le héros comme fantasme, c'est le héros comme... Oui, c'est nul ne peut vivre sans admiration. Voilà. Qui on admire, mais on admire toujours. Oui, on admire les people aujourd'hui. Alors voilà, et pas seulement. Et il est vrai qu'une part de notre admiration va aujourd'hui très spontanément au PSG. Au héros. D'accord. Mais aujourd'hui, les grandeurs de l'esprit semblent intéresser de moins en moins de monde. On avait pensé transférer au Panthéon les dépouilles de Diderot. Mais on vite que ça n'aurait pas mobilisé les jeunes générations. Diderot, c'est trop loin.
Et quand on a fait entrer Alexandre Dumas, ce nom n'est pas bien sûr. pour le comte de Monte Cristo ou pour le chevalier de Maison Rouge, c'est pour la goutte de sang noir qui avait ses veines. Et donc c'était le métissage. Avec Alexandre Dumas, le métissage entre au Panthéon, titre triomphal sur 5 colonnes à la une du journal Le Monde. Et le discours du président de la République, Jacques Chirac, est allé dans ce sens. D'ailleurs, l'obsession raciale de l'antiracisme est une des curiosités de l'esprit du temps. Non, mais, si vous voulez... Alors, il est vrai, il y a un problème avec les hommes de lettres du XXe siècle. Ils sont tombés, pour un grand nombre d'entre eux, dans le panneau totalitaire, de l'un ou l'autre des totalitarismes. Et le grand homme, c'est pas seulement le grand écrivain, c'est le grand écrivain qui peut être cité en exemple. On peut pas mettre Céline au Panthéon pour des raisons évidentes. C'est un peu compliqué. Mais ce serait même difficile d'y mettre Aragon, si vous voulez. Oui. Même si on ne met pas... Justement, est-ce que le propre quand même d'un écrivain, c'est pas d'être quand même un peu plus complexe que ce que demande le Panthéon? Bien, non, mais parce que le Panthéon peut s'ouvrir. Mais imaginez que l'on veuille demain mettre les cendres de René Char au Panthéon. Sa famille peut-être s'y opposerait. Il doit être enterré à l'Île-sur-la-Sorgue, etc. Pourquoi même René Char, il y a des trucs qui... Non, mais bon, non, tout va bien. Au contraire, ça a été un résistant de la première heure. Il a écrit certains textes absolument magnifiques, les feuillets d'hypnose, pendant la résistance. Mais précisément, c'est pas possible parce que la poésie ne dit plus rien à personne. Et il y a eu toute une polémique à plusieurs reprises autour de Péguy, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On a voulu, si vous voulez, faire entrer Péguy au Panthéon. Et puis, il avait été récupéré par Pétain, c'était difficile. Aujourd'hui, on a fait justice, en quelque sorte, de cette récupération. On a constaté que Péguy, d'un bout à l'autre de son œuvre, ne pouvait pas être récupéré par la Révolution nationale. Il a été Dreyfusard, notamment, jusqu'au bout. Mais il peut être récupéré par la Révolution tout court, si on en croit l'amour de Plenel. Voilà, vous voyez, donc, il peut accorder les gens les plus différents en France. Mais il ne sera pas mis au Panthéon parce que les grands génies ont perdu leur empire, leur victoire, leur éclat et leur lustre. Et dans le monde, et là je vais vous répondre, dans le monde de l'industrie du divertissement, on célèbre encore les héros, on célèbre les saints, et certains, Geneviève de Gaulle, Antonius notamment, c'était sa trajectoire se trouve au croisement de la sainteté et de... Mais on ne célèbre plus les grandeurs de l'esprit. C'en est fini pour elle. Et je me permets juste d'ajouter un exemple que Gil Michaeli, ce que je dois à Gil Michaeli, d'un peu ses ambiguïtés. Et là, il concerne Germaine Tillon, dont François Hollande a loué son travail d'ethnologue dans les sociétés musulmanes. Alors voilà ce qu'elle disait. Disons, dans le harem et les cousins, elle disait que les sociétés musulmanes du pourtour méditerranéen gardent une prédilection pour le vivre entre soi, pour garder toutes les filles de la famille, pour les garçons de la famille. Et elle appelle ça les républiques méditerranéennes des cousins. Je dis ça au passage pour dire qu'il y a toujours une sorte de voile de malentendu aussi dans la sacralisation de quelqu'un. Il y a plus que du malentendu, et ça c'est un autre aspect du discours que nous devons aborder maintenant, il y a l'inévitable récupération. Et ça n'a pas été fait de manière grossière par François Hollande. Ça a été 2 ou 3 phrases, mais évidemment, vous comme moi, nous les avons repérées. D'abord, éloge de la réforme en soi. Or, la réforme en soi, c'est un fétiche. C'est un fétiche, ça ne veut rien dire. Et réformer plutôt que de se refermer, ça c'est un jeu de mots un peu ridicule, qui ne peut pas faire office de style. Et puis, je crois qu'évidemment, François Hollande a eu tort de nous présenter Jean Zay comme le précurseur du collège unique. De Najat Vallaud-Belkacem.
Et voilà. Parce et il dit quand même cette phrase en parlant de Jean Zay, il dit, il parle aux collégiens, il dit que vous soyez fiers de voir entrer ici celui qui a imaginé le siècle suivant, le vôtre, celui de la démocratisation de la connaissance. Et moi, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est reparti dans la propagande là. Oui, ça a été un petit moment de propagande. Mais surtout, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne s'agit pas de réformer l'école, mais de réparer l'école très abîmée après un demi-siècle de réformes avilissantes, c'est-à-dire de la républicaniser pour la rendre conforme à tout ce que voulaient d'elle des esprits comme Jean Zay. Donc là, évidemment, cette récupération, je vous l'ai dit, elle ne prend pas beaucoup de temps dans ce discours, mais elle me paraît malvenue et grossière. Et j'en profite pour lancer un nouvel appel. Ce sera la troisième C'est la panthéonisation de qui, là? Ah, voilà. Et c'est toujours le même. Moi, je lance des nouveaux appels, mais j'en ai qu'un. Ah oui. J'en ai qu'un en tête. Mais ça sera vraiment... C'est plus que jamais d'actualité. Vous savez que la famille d'Albert Camus n'a pas voulu le faire déménager de sa dernière demeure, et elle a raison. Bon, là, il y avait des cercueils vides. Hein. Oui, en plus, il y a des cercueils vides. Donc, franchement, ils ne déménagent pas. C'est même ils n'ont pas envie de déménager. Donc, alors là, je ne sais pas, peut-être... Mais l'instituteur de Camus, celui auquel Camus a dédié son prix Nobel, il y avait en Louis Germain une combinaison extraordinaire de rigueur et de bienveillance que précisément nos ministres actuels devraient méditer. Et Camus a été un des grands bénéficiaires de l'école républicaine au sens sélectif du terme. Alors, quand même, une dernière question, parce que nous sommes en retard et que vous ne m'avez pas tout à fait convaincu. Est-ce que, si je reprends votre raisonnement, est-ce qu'il n'y a pas dans ces célébrations une façon de rabattre, en quelque sorte, la grandeur passée, cette grandeur des hommes de lettres notamment, mais comment dire, sur les héros contemporains, les pauvres héros contemporains que nous pouvons admirer. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, si vous voulez, en réalité, noyer l'exigence de la singularité? Non, je ne crois pas. Je crois que l'exigence de la singularité reste forte, je vous l'ai dit, en dépit de cette passion égalitaire déchaînée aujourd'hui, la haine, pleine de ressentiment. Nous voulons continuer d'admirer. Nous admirons spontanément ceux qui ont fait preuve d'un grand courage, qui ont su mettre leur vie en péril au service de grandes causes. Ça, d'où l'importance grandissante pour nous de la résistance, mais c'est aussi parce que nous ne savons plus admirer les hommes, c'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui, que les hommes des Lumières, les gens des Lumières, voulaient proposer à l'admiration. D'accord, ni les uns, hommes. ni les autres, ni les héros d'amour, ni les... Mais... il me semble qu'aujourd'hui, nous demandons tout de même en permanence à nos gouvernants de faire preuve de leur proximité, de montrer qu'ils sont comme nous. Alors, malheureusement, je ne suis pas tout à fait convaincu. Non, mais de toute façon... nous soyons encore capables d'admirer. Nous sommes capables... Ni les uns, ni les autres. Non, nous sommes... Mais ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, cette admiration ne nous sert pas à grand-chose, sauf à nous raconter des histoires avec des analogies, si vous voulez, trompeuses, car nous ne vivons pas dans une époque qui nous demande le courage qu'il a fallu à Pierre Brossolette ou à Jean Moulin, fort heureusement. Donc, s'ils peuvent nous inspirer, dans le sens où nous pourrions à notre tour nous dire, comme semblait nous le suggérer Stéphane Hessel, des résistants. Là, ce ne serait plus de l'admiration, ce serait de l'imposture et de l'imposture. Très bien. Eh bien, nous devrions de toute façon admirer effectivement Monsieur Germain. Et on vous retrouve d'ici la semaine prochaine dans le nouveau causeur qui est consacré justement à cette question de l'école et de l'égalité. Merci professeur Finkielkraut. Et d'ici dimanche prochain, bonne semaine à tous.